Bienvenue dans Les Briseuses de cycles, le podcast des femmes qui, comme toi, osent voir la vérité en face pour se guérir et briser le cycle de la violence familiale. Je suis Naïra, coach, thérapeute, alchimiste et transformatrice, et je te partage dans ce podcast des clés de vérité pour te permettre à toi aussi des prises de conscience et d'entamer ton merveilleux chemin de guérison et d'élévation. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un profil extrême, la mère sadique. Oui, t'as bien entendu. Il y a des mères, heureusement c'est pas la majorité, mais il y a des mères qui prennent du plaisir à voir leurs enfants souffrir. Ce sont des mères hautement malades, extrêmement dysfonctionnelles et toxiques, qui sont les premières victimes de leur maladie mentale puisque elles souffrent elles-mêmes énormément et ne peuvent pas faire autrement que de faire souffrir leur entourage, qui est en première ligne, malheureusement les enfants, et le mari s'il y en a. Quoique des fois, une mère sadique peut être sadique seulement avec ses enfants et pas avec son mari, parce qu'il se peut également que le mari ait un profil encore plus, si je puis dire, il n'y a pas de degré dans la toxicité, mais quand même un peu. Peut-être que son mari est encore plus violent, plus sadique, pervers narcissique qu'elle, et que face à lui, elle est donc dans une position de soumission, et qu'elle remet toute sa frustration sur ses enfants, et bien souvent malheureusement, particulièrement les filles, puisqu'une fille pour sa mère, pour une mère toxique, représente le miroir qu'elle ne veut pas voir. La fille pour une mère toxique, c'est en sa fille, une mère toxique voit ses échecs, elle voit ses erreurs, elle voit ses manquements, là où elle n'a pas été au bout, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Elle voit toute cette vie, entre guillemets, gâchée, qui a été d'après elle gâchée par le fait d'être devenue mère, toutes ses passions, ses hobbies, ses rêves qu'elle a abandonnés parce qu'elle est devenue mère. Elle voit en sa fille l'opportunité d'un futur meilleur que le sien. Et étant donné qu'elle est malade intérieurement, qu'elle est toxique et jalouse, elle ne peut pas admettre que sa fille, selon elle, va mieux réussir qu'elle sa vie, qu'elle va être heureuse, qu'elle va réaliser ses rêves. Ça la bouffe, ça la ronge tellement intérieurement qu'elle est remplie de frustration qui bout à l'intérieur d'elle et qu'elle, par faute de travail thérapeutique profond, par peur d'aller voir elle-même ses propres blessures et traumas et d'aller les guérir plutôt que de les projeter sur ses enfants et particulièrement sur sa fille, eh bien, elle va être amenée à déverser toute sa haine, sa frustration, sa maladie mentale sur sa fille. Et c'est le cas donc de la mère sadique. Est-ce que ça te parle si je te parle d'une mère qui semblait prendre du plaisir à te faire souffrir? Petit disclaimer, cet épisode va être douloureux, comme bien souvent certains des épisodes de cette série, sur la mère toxique, puisque là, on se penche sur un sujet profond qui vient réveiller des blessures qu'on n'a pas envie de voir forcément. Ça vient toucher à l'enfant intérieur, à la petite fille intérieure qui n'a pas été aimée, qui a été mal aimée, maltraitée, violentée. Ça remet en cause tout ce qu'on pensait être la vie,
hein. Une mère est censée aimer son enfant, sa fille, est censée l'aimer, la protéger, en prendre soin. Comment est-ce qu'une mère peut vouloir le malheur de sa fille? Comment est-ce que c'est possible? C'est tellement dérangeant, c'est tellement à l'inverse de tout ce qu'on nous a appris, de tout ce qu'on nous a fait croire sur ce qu'était la vie, sur l'amour, les relations, la famille. C'est tellement à l'opposé, c'est tellement insensé que c'est trop remuant. Donc, si tu es là, c'est pas par hasard, c'est que mon contenu te parle. Si tu te reconnais dans ce portrait de la mère sadique, si ça te fait penser à ce que tu as vécu étant enfant, je t'invite à rester. Si c'est trop douloureux à entendre, je te propose de faire des pauses. Tu peux mettre en pause l'épisode et revenir plus tard. Et si tu es prête, alors on y va. Avec une petite tasse de thé, un doudou si tu en as. Fais-toi un câlin aussi pendant l'épisode si tu en ressens le besoin. Parce qu'effectivement, ça fait mal. Quand on ouvre les yeux, ça fait très mal. Alors, la mère sadique. Qu'est-ce qu'une mère sadique? Une mère sadique, c'est une mère, donc, bien sûr, toxique. Qu'est-ce que ça veut dire une mère toxique? C'est une mère qui nous fait plus de mal que de bien. C'est une mère qui, en étant à son contact, on ressent souffrance. C'est une mère qui nous empêche de grandir, de nous épanouir, qui nous empêche de nous aimer, qui nous empêche de savoir qui on est. C'est une mère qui agit comme un handicap, comme un boulet, plutôt que comme un tremplin vers la réussite et le bonheur. C'est une mère qui enferme, qui culpabilise, qui violente, euh, dans tous les sens du terme. C'est une mère qui juge, c'est une mère qui rabaisse, qui humilie, enfin bref, voilà. C'est une mère qui n'est pas une mère, c'est une mère qui ne veut pas notre bonheur. Donc la mère sadique, elle est toxique à un degré encore très supérieur, tu vois. Alors, je précise qu'il se peut, en fait, qu'une mère peut tenir plusieurs, une mère toxique, pardon, peut avoir plusieurs facettes de toxicité. Une mère toxique n'est pas forcément que sadique, ni que manipulatrice, ni que narcissique. Elle peut avoir plusieurs de ces caractéristiques, ce qui est bien souvent malheureusement le cas. Donc la mère sadique, sa spécificité, si j'ose dire, dans la toxicité, c'est que c'est une mère qui va humilier, qui va t'humilier de manière volontaire. Son but, en fait, c'est que tu te dévalorises. Son but, c'est de te faire sentir inférieur à elle. Son but, c'est de te faire sentir inférieur aux autres. C'est pour ça qu'elle va te comparer sans cesse pour te rabaisser. Oh, mais tu as vu telle cousine, elle fait mieux. Oh, mais tu as vu, lui, il fait comme ça. Et pourquoi toi, elle arrive à faire ça? Pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Oh, ben dis donc, elle a réussi à marcher à 9 mois et toi, à 1 an et demi. Ah, mais regarde, tu sais pas compter jusqu'à 3. Mais attends, t'es sérieuse? Elle a su. Ça fait 1 an qu'elle sait déjà compter, vous avez le même âge. T'es plus grande qu'elle et tu sais pas faire ça. Enfin, c'est que des choses comme ça. D'accord. Que ça arrive une fois ou deux, ça peut arriver, on dérape parce qu'on est dans une société qui nous a appris à nous comparer. On passe notre temps à se comparer les uns aux autres, et même nous en tant qu'adultes. Mhm. Même nous en tant que si tu es devenue mère si tu te rends compte de temps en temps que tu compares tes enfants, sois vigilante là-dessus. D'accord? Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est pas la peine de se jeter la pierre et de se dire oh mon Dieu, ça y est, j'ai comparé mon fils ou ma fille la dernière fois. Oh, ça y est, je suis une mère affreuse, horrible. Non, non, on n'en est pas là. Le plus important, c'est d'être conscient, que tu sois consciente. À partir du moment où tu es consciente de tes réactions, de ton comportement avec tes enfants, c'est magnifique. Déjà là, déjà là, tu peux être sûr que tu n'es pas comme ta mère, puisque déjà, tu as la conscience et tu as peur justement de répéter les mêmes choses. Voilà. On compare une fois de temps en temps, ok. Mais qu'on soit vigilante. Et en fait, c'est des programmes qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, quand on veut commencer à comparer,
hop, on revient à la conscience. Attends, qu'est-ce que je m'apprêtais à dire là? Je m'apprêtais à le comparer à un tel. Est-ce que c'est utile pour lui? Est-ce que c'est constructif pour lui ou pour elle, pour mon enfant? Oui, non. Est-ce que ça va l'aider à grandir? Oui, non. Est-ce que ça va l'aider à s'épanouir? Oui, non. Donc, si tu as répondu non, bah, tu sais que tu n'as pas besoin de le comparer et que peut-être derrière cette comparaison, tu avais envie de lui dire autre chose. Peut-être que ce que tu avais vraiment envie de lui dire, c'est: «Ah bah là, tu vois, mon fils, bah là, tu as 6 ans, par exemple, bah ça me ferait plaisir, je serais rassurée si je vois que tu peux commencer à déchiffrer, les lettres de l'alphabet ou à écrire ton prénom». J'en sais rien, moi, je sais pas exactement à quel âge ça commence, je crois que c'est avant 6 ans. Enfin, je sais pas à partir de quel âge on peut commencer à écrire son prénom, mais tu vois l'idée? C'est qu'en fait, va chercher ce que tu cherchais vraiment à dire à ton enfant derrière cette comparaison. Parce qu'en fait, derrière comparer son enfant à un autre, il y a une idée derrière, il y a un message qu'on veut faire passer. D'accord? Sauf que de un, les enfants, ils sont pas censés comprendre les sous-entendus et machin. Ça, c'est un langage d'adulte. Les enfants, tu veux lui dire A, tu lui dis A. Tu veux lui dire B, tu lui dis B. Normalement, il n'y a pas de sous-entendu et de, voilà. Et deuxièmement, l'effet, c'est que ça va lui faire de la peine. Ça sert à rien de mettre en compétition. En fait, c'est comme si tu encenses la compétition. Et c'est comme ça qu'on crée des notions de rivalité et de compétition entre les enfants. Et que c'est la politique du diviser pour mieux régner. Est-ce que nous, demain, on n'a pas envie d'une société plus juste pour nos enfants, où il y a où il y a de la coopération plutôt que de la compétition? Où on va apprendre à chacun que ben un tel, elle est en avance là-dessus, moi je sais pas encore faire ça. Ah bah tiens, je vais peut-être pouvoir lui demander de l'aide là-dessus. Et tiens, moi je sais faire ça, je suis super forte là-dedans. Elle, à l'inverse, elle n'y arrive pas, bah, je vais pouvoir l'aider là-dessus. Ce serait cool quand même comme monde pour nos gosses et pour les générations d'après. Parce qu'on a tous nos points forts et nos points sur lesquels on a besoin de travailler, c'est ok. On peut pas être les meilleurs partout dans tout, c'est juste pas possible. Voilà, c'est comme ça qu'on crée après des petits monstres robots qui veulent être les meilleurs dans les entreprises, qui font coup bas sur coup bas à leurs collègues pour avoir la promotion et le poste machin. Enfin, je veux dire, moi en tout cas, c'est pas ma société idéale et rêvée. C'est pas le genre de monde dans lequel j'ai envie que mes enfants grandissent. Quoi qu'il en soit, pour en revenir au sujet, la mère sadique, euh, c'est ça. En fait, elle cherche, donc elle t'humilie. D'accord? Elle va sans cesse te comparer aux autres pour te rabaisser. Euh, là, ça va être très dur ce que je vais te dire, mais je t'invite à éventuellement penser s'il y a un souvenir qui te remonte à la surface sur une fois où tu as échoué à quelque chose qui était important pour toi, un objectif ou un rêve que tu avais et pour lequel tu as échoué, tu n'as pas réussi. Est-ce que tu te rappelles comment a réagi ta mère, qui est peut-être certainement sadique ou pas d'ailleurs, mais essaye de te rappeler comment elle a réagi quand tu lui as annoncé ton échec. Est-ce que tu voyais de la sincère compassion dans ses yeux? Est-ce qu'elle a essayé de te consoler ou oui, de te réconforter, de te dire écoute, c'était pas pour cette fois-ci, mais peut-être que tu réussiras la prochaine? Est-ce que elle t'a dit avec des mots, oh, je suis désolée, mais que dans son regard, dans son non-verbal, dans ses gestes et dans son comportement, tu as senti au plus profond de toi qu'il y avait une partie d'elle, en tout cas, qui se réjouissait de cet échec? Ou est-ce que carrément elle t'a dit, ah bah écoute, de toute façon, je te l'avais dit, c'est pas pour toi, voilà, c'est tout, tu vois? Essaye de te remémorer un souvenir là-dessus, ou plusieurs d'ailleurs, où tu as rapporté à ta mère un ou des échecs et repense à sa réaction. A-t-elle été aimante, maternante, réconfortante? Ou au contraire, est-ce que tu as senti ou tu as vu de tes propres yeux qu'elle se réjouissait de tes échecs?
Ça peut être pour des échecs, ça peut être aussi pour des moments difficiles de ta vie que tu as passés. Moi, je sais que ça a été aussi l'un des éléments déclencheurs qui m'ont fait ouvrir les yeux sur la nature de ma génitrice. Moi, aujourd'hui, je l'appelle ma génitrice parce que, après avoir fait le bilan de mes 34 ans de vie, euh, je ne peux qu'avouer, je ne peux qu'accepter qu'en réalité, j'ai été une orpheline. J'étais orpheline. Donc, j'étais orpheline de père, ça c'était officiel puisqu'il n'était pas là. De mère, ça l'était moins puisqu'elle était là physiquement, et encore, une demi-heure le matin, une petite heure le soir, puisque sa priorité c'était son travail. Euh, Elle était là physiquement, mais elle n'a répondu à aucun des devoirs d'une mère. Et je dirais même le contraire, hein, parce qu'on va pas répéter, mais je pense que je l'ai déjà dit. J'ai été la mère de ma mère, j'ai été sa thérapeute, sa psy, tout ce que tu veux. Donc en réalité, c'était moi la mère de ma mère. Donc les rôles étaient inversés. J'étais la mère de ma mère, la mère de mes frères. Donc c'est ça, c'est que je me suis rendu compte, j'ai commencé à ouvrir les yeux, à sortir du déni et à voir réellement ma génitrice pour qui elle était et à me dire que peut-être en fait elle veut pas vraiment mon bien, ou pas vraiment en totalité. Peut-être qu'elle pense qu'elle veut mon bien ou qu'elle veut me faire croire qu'elle le veut, mais qu'en réalité, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu de mes propres yeux, c'est pas facile à dire, mais je le dis, euh, la période la plus sombre que j'ai vécue dans ma vie, c'était après la mort de mon ex. Je me suis retrouvée, c'est comme si on m'avait coupé les jambes. Euh, J'avais le souffle coupé, tu sais, on m'avait coupé ma force de vie. En fait, avec cet homme, on était dans une relation codépendance, j'en parlerai. Et c'était devenu tout. C'était devenu le centre de ma vie. Je voyais plus ma vie sans lui. Euh, et quand il est parti, j'avais plus de force. Je te dis, c'est comme si on m'avait coupé mes jambes. J'avais plus de force. Donc j'ai vécu une période qui est juste tout à fait naturelle, en fait, qui s'appelle le deuil, la période de deuil, où t'as plus envie de rien. Euh, Surtout quand c'était quelqu'un, tu sais, avec qui tu étais très 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 proche. On vivait ensemble, on vivait en couple, on avait des projets de fiançailles, enfin voilà, on était installés vraiment ensemble. Et, et de voir à ce moment-là que celle qui était censée être ma mère n'a pas été là à un seul instant pour moi. Il est parti brutalement, il avait une trentaine d'années. Elle ne m'a pas accompagnée à l'enterrement. Elle ne m'a pas demandé une seule fois comment j'allais. Pourtant, on n'était pas en dispute ou je ne sais quoi. Enfin, on était en relation normale, quoi. Tu vois? Elle était encore présente dans ma vie à ce moment-là. J'avais pas encore, comme je te dis, ouvert les yeux quant à sa nature et à ses véritables sentiments pour moi. Et, euh, et c'est cette expérience qui a fait que j'ai commencé à avoir ce déclic et à me dire, mais qui est-elle? Mais vraiment, j'ai commencé à me dire, mais qui est cette femme? C'est comme si tous les masques en fait que je lui avais mis depuis mon enfance, depuis que je suis née, j'ai mis des masques sur le visage de ma mère génitrice, je les ai mis pour survivre. Parce que la vérité était tellement affreuse à voir que n'ayant pas de père en plus, je n'avais personne d'autre sur qui me poser et me reposer. J'avais pas de socle pour grandir. Alors après, tu me diras, il y a bien des orphelins qui grandissent comme ça sans parents, qui grandissent dans des structures, des foyers et tout ça, ils se construisent, ils grandissent. Oui, mais à quel prix, tu vois? Nous, on les voit de l'extérieur qui grandissent. Oui, leur corps grandit. Mais est-ce qu'ils ont eu tout ce dont ils avaient besoin? Je pense pas. Je suis pas sûre. Est-ce qu'ils sont solidement
construits et remplis et nourris à l'intérieur d'eux, affectivement, émotionnellement? Est-ce qu'ils ont une sécurité intérieure parce qu'ils savent d'où ils viennent? Est-ce qu'ils ils connaissent leur identité? Est-ce que leur jauge d'amour parental est remplie? Non. À moins qu'ils aient eu des figures d'attachement qui fassent office de parents dans ce fameux foyer, une personne qui est restée assez longtemps, un éducateur qui l'a suivi pendant des années, qui a pu jouer ce rôle, entre guillemets, de remplaçant parental. Peut-être, oui. Et si c'était une figure stable, sécure, safe, profondément bienveillante, etc., et aimante, d'accord. Mais sinon, s'ils changeaient d'éducateur tous les 4 matins, ou de foyer, ou de machin, qu'il n'y avait pas cette stabilité, je peux t'assurer que non, ils sont pas stables, ils ont un grand manque affectif et qui conduit à d'importantes conséquences psychologiques graves. Donc, pour en revenir à mon exemple, ce qui m'a fait ouvrir les yeux, c'est ça, c'est que quand il est décédé, je suis entrée en grave dépression. Bien sûr, j'ai essayé hein, de garder le travail et tout, mais j'ai pas pu. J'arrivais plus à me lever, à aller bosser, voilà. Je passais mes journées au lit, tout simplement comme une morte vivante, comme une loque, comme un zombie. J'avais plus le goût à rien, plus le goût à la vie, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est elle était installée avec son mari dans sa nouvelle maison. Moi, à ce moment-là, je vivais avec mon ex-compagnon, mais c'était son appartement. Donc, je me suis retrouvée SDF en fait, finalement. Ok. J'avais à l'époque 26 peut-être, 26, 27, 2019. Ouais, c'est ça, 27. Est-ce que tu penses que ma mère m'a proposé de venir quelque temps, ne serait-ce chez elle, le temps d'aller un peu mieux, de rebondir sur mes pattes, de recommencer à bosser, de prendre mon appart? Penses-tu qu'elle ait fait ça? De juste une mère qui propose à sa fille, écoute ma fille, je sais que tu vas pas bien, tu viens de perdre l'amour de ta vie, tu vivais avec lui et bon l'appartement va être rendu ou je ne sais quoi, viens à la maison pendant quelques temps, viens te reposer à la maison et ça ira mieux. Absolument pas. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a proposé d'aller dormir chez sa sœur, qui est gravement malade, qui souffre de bipolarité extrême, qui passe par des phases maniaco-dépressives extrêmes, où elle a des phases où elle reste à dormir toute la journée, manger, dormir, dormir, prendre des médicaments. Elle ne met pas un pied dehors. Et puis on la voit, on a l'impression de voir un zombie, enfin on voit la folie en elle, quoi. Donc très 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 drainant et énergivore, et absolument pas le meilleur environnement où aller guérir d'un deuil. Parce que déjà chez elle, l'ambiance était mortifère. C'est-à-dire j'avais l'impression de voir, bah, comme je t'ai dit, moi j'étais une morte vivante, parce que je vivais mon deuil, d'accord? C'était une des premières phases du deuil. Euh, mais elle, c'est son quotidien. C'est-à-dire qu'elle se lève, elle va aux toilettes, elle mange, elle fait les besoins de base d'un être humain, mais elle n'est absolument pas dans la vie. Et juste de passer un petit temps avec elle, déjà tu sors drainé, tu comprends? Tu n'as plus du tout d'énergie vitale. Et donc moi c'est là que ma génitrice m'a proposé d'aller dormir, et n'ayant nulle part d'autre, et moi ayant appris à toujours me débrouiller toute seule, puisqu'elle n'a jamais été là pour m'aider, elle n'a jamais reconnu mes émotions, mes sentiments et mes besoins quand j'étais enfant. Je me suis suradaptée et j'ai appris à tout faire toute seule et à ne surtout jamais demander de l'aide. Puisqu'à les rares fois où j'ai demandé de l'aide, je me suis fait rembarrer ou j'ai été déçue. Donc j'ai vite appris que tu peux demander de l'aide à personne, pas même ta mère. Donc bien évidemment que je ne lui ai pas demandé de venir dormir chez elle.
D'ailleurs, je pense qu'explicitement, elle nous avait, oui, oui, parce que j'ai sauté des étapes, mais avant ça, déjà, elle nous avait mis à la rue, mes frères et moi. Elle nous a dit, voilà, maintenant je me suis remariée, je vais prendre la maison avec mon mari, il faut que vous trouviez une maison, il faut que vous trouviez un appartement chacun. Sauf que moi, je voulais bien prendre un appartement à l'époque, mais quand j'avais des fiches de paye, je travaillais, machin, mais vous connaissez le système français. Le CDI et 3 fois le loyer, ça ne suffit pas. Il faut le garant des garants, le garant des garants jusqu'aux grands-parents, troisième génération en arrière. Moi, j'avais que ma mère, donc forcément, je lui demande à se porter garant. Qu'est-ce qu'elle me dit? T'imagines la réponse? Non. Elle me dit bien évidemment non. Donc, tu comprends? C'est ça la toxicité d'une mère, c'est l'ambivalence. L'ambivalence entre, d'un côté, allez, vas-y, débrouille-toi, va prendre un appartement. Et elle sait très bien que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir un garant. Et quand tu lui demandes, tu peux m'envoyer tes papiers pour te porter garant, que je puisse me prendre un appartement comme tu me l'as demandé, c'est non, je ne me porte pas garant. Donc qu'est-ce que ça sous-entend derrière? Tu veux que ta fille finisse à la rue, puisque tu sais qu'elle n'a pas d'autres parents que toi, elle n'a personne d'autre à qui demander à être garant hormis toi, tu lui demandes de prendre un appartement, mais tu veux pas te porter garant. Quel est le message derrière? Est-ce que c'est pas de la mise en danger? Est-ce que c'est pas du sabotage de vie? Tu comprends? Au nom de quoi est-ce que tu te comportes comme ça, en sachant que ta fille a toujours été là pour toi, elle s'est sacrifiée, elle a donné sa vie pour toi. Elle t'a toujours aidé dans tout ce que tu lui as demandé, s'occuper de ses frères, elle s'est sacrifiée pour vous tous. Et le jour où elle a besoin d'aide, justement, pour prendre son indépendance, ce qui est bien, ce qu'il faut faire à un moment donné, se décoller, défusionner, il le faut. Eh bien, en même temps, tu lui dis va prendre un appartement, et de l'autre côté, tu lui dis non, je veux pas être garant pour toi, en sachant pertinemment qu'elle a aucune autre solution. Donc c'est ça. C'est à partir de ce jour-là que j'ai ouvert les yeux, que j'ai eu le déclic et que je me réveillais le matin auprès de cette tante dépressive. Je me retrouvais à m'occuper d'elle, à lui faire à manger, à lui nettoyer la maison, alors que moi-même, j'avais même pas d'énergie pour moi, pour ma propre vie. J'étais dans la survie et j'avais plus goût à la vie en fait, puisque j'étais moi-même en train de vivre mon deuil. Tu comprends? Et pour terminer mon exemple, elle venait nous rendre visite de temps en temps, avec un petit plat préparé, et je voyais dans ses yeux, je te le promets, aujourd'hui je le dis facilement parce que j'ai fait le travail qu'il faut et j'ai la distance qu'il faut, et je me suis détachée, je me suis totalement détachée émotionnellement d'elle, ce qui fait que ça me fait plus, ça m'atteint plus, ça me fait plus de mal. Mais à l'époque, c'était affreux de réaliser ça. En fait, quand elle venait nous rendre visite et qu'elle nous ramenait son petit plat, euh, je voyais de la satisfaction dans ses yeux de me voir dans cette situation. Je sais que pour une personne qui n'a pas eu une mère toxique, une mère jalouse, maladive et sadique, ça paraît impossible, comme les violences faites sur les enfants, notamment les violences sexuelles, ça paraît impossible, d'accord? Et pourtant, toutes ces choses-là existent bel et bien. Et il y a des mères qui sont vraiment diaboliquement, jalousement, jalouses de leur fille et qui souhaitent leur mal, d'accord? Qui souhaitent vraiment leur mal et qui se réjouissent, qui prennent du plaisir à voir leur fille souffrir. Oui, ça existe. Dieu merci, c'est une minorité, mais ça existe. Et moi, je peux te dire que finalement, c'était un mal pour un bien. Et que quand je voyais cette satisfaction, je sentais qu'en fait, c'est comme si le fait de me voir là, plus bactère, complètement déprimée, sans énergie, à être colocataire de sa sœur, malade, à n'avoir nulle part où dormir, à être ouais, sans le sou, sans but, sans rien, c'est comme si ça la rehaussait. Je voyais que elle se sentait supérieure, elle arrivait toute pimpée, toute fraîche de sa grande maison, avec son plat bien préparé, et je voyais dans ses yeux que
Vraiment, je voyais la satisfaction, cette satisfaction perverse et sadique de regarde-toi comment t'es misérable, regarde-moi comment je suis mieux que toi. Et puis elle partait toute contente en mettant bien en avant qu'elle a fait sa bonne action, qu'elle nous a ramené à manger, tu vois. Ouais, quand tu y repenses, c'est assez écœurant comme situation, mais bon, j'y ai survécu, je suis encore là aujourd'hui. Et quelque part, comme je te dis, c'est un mal pour un bien parce que d'avoir vu ça de mes propres yeux, euh, c'est ce qui a commencé à déclencher ce travail de guérison. Déjà, la mort de mon ex a été un énorme éveil. De toute façon, les grandes épreuves de vie comme ça, elles viennent toujours avec un cadeau derrière. Donc, quand tu vis la mort d'une personne proche de toi, comme ton mari ou un enfant, etc. Bon, un enfant, j'imagine même pas. Quel point ça doit être affreux. Je ne l'ai pas vécu, mais j'en vois plein de lumière à ceux qui ont vécu cette épreuve. Euh, ou une maladie grave. Voilà, ce genre de grosse épreuve, la mort, la maladie grave, quand tu es alité pendant plusieurs semaines à l'hôpital, voilà. Ce sont des épreuves qui viennent pour nous apprendre une leçon, qui viennent nous offrir un cadeau derrière. Ce sont des occasions de recommencer à zéro, de réécrire notre histoire et ouais, de voir où on en est, de faire le bilan et de commencer une nouvelle vie beaucoup plus saine, heureuse et épanouie. Et c'est ce qui m'est arrivé, puisque c'est à partir de cette période-là, la période de la mort de mon ex, et quand j'ai vu le comportement de ma génitrice envers moi, quand j'ai vu qu'elle n'était absolument pas là pour m'aider, pour me soutenir, pour me réconforter, qu'elle n'est pas venue à l'enterrement, elle me demandait jamais comment j'allais, qu'elle en avait rien à faire de savoir comment j'allais, et que j'ai vu même pire que ça, qu'elle se réjouissait de mon malheur. Je l'ai vu dans ses yeux, je l'ai vu dans ses gestes, je l'ai vu dans ses mots, je l'ai vu dans sa manière de s'adresser à moi, qu'elle se sentait supérieure, qu'elle prenait du plaisir à me voir souffrir. Là, je peux te dire que ça m'a mis une grosse claque et ça a été le début de mon travail de guérison. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir un éveil spirituel, à m'intéresser au monde spirituel, énergétique, et aussi à chercher des techniques de guérison, notamment le FT, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pour libérer les émotions engrammées, les traumas, etc. Et c'est ce que je propose aujourd'hui à mes clientes dans des accompagnements de guérison. Alors, aujourd'hui, c'est pour ça que, pour en revenir au sujet de la mère sadique, tu as eu l'exemple, donc c'est ça. Ce qu'elle peut faire aussi, la mère sadique, c'est qu'elle peut essayer de provoquer des réactions chez toi, de te titiller, de dire des mots qui vont t'énerver, elle le sait. Et ensuite, elle va te regarder réagir en prenant du plaisir, à t'énerver, elle va chercher à faire en sorte que tu te justifies pour tout, que tu te sentes inférieur, etc. Donc les armes de la mère sadique, c'est quoi? Ça va être des mots destructeurs, des mots violents, comme mais t'es inutile, tu sers à rien, mais tu vaux rien, j'aurais pas dû te garder, j'aurais dû t'avorter, euh, voilà, tu me gâches la vie, tu m'as gâché ma vie. Euh, ça va être le mépris du regard, tu vas avoir des regards sombres, des regards mauvais, ça va être du silence, de l'indifférence, de la négligence. Ce qu'utilise aussi beaucoup la mère sadique, c'est les humiliations en public. Elle va prendre un malin plaisir à parler de tes échecs et de tes erreurs devant les autres. Vraiment t'humilier, te faire sentir honteuse ou honteux. Ce qu'elle utilise aussi, c'est la provocation. Comme j'ai dit, les jeux de pouvoir, manipulation, etc. Juste pour pouvoir observer ta douleur, voir comment tu souffres, voir comment tu as mal. Donc le but inconscient de la mère sadique, c'est de se nourrir de ta fragilité. En fait, elle se nourrit de ta douleur, elle se nourrit de ta souffrance. Parce qu'elle-même, elle est tellement mal vide à l'intérieur d'elle,
comme la narcissique qui n'a pas rempli sa jauge d'amour, qui n'a pas eu sa jauge remplie par ses parents et qui n'a pas réussi à la remplir elle-même, la mère sadique, c'est pareil. Elle est remplie d'ombres qu'elle ne veut pas aller voir et elle se nourrit de ta douleur, en fait. D'accord? C'est la seule manière pour elle de se sentir forte, de se sentir... Quand elle voit que toi, tu es en dessous, plus elle va t'écraser, plus elle va se relever. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans mon exemple. Elle se sentait rehaussée quand elle me voyait comme une misérable dans ce petit appartement avec cette tante malade mentale et dépressive, et que tout était gris, noir et sombre autour de moi. Et ben, elle se sentait, ah, moi je suis... Elle se remontait, tu vois. Donc c'est ça, la mère sadique. Alors, c'est quoi les conséquences sur l'enfant d'avoir eu une mère sadique? Bah, comme tu peux bien l'imaginer, ça laisse des cicatrices très profondes, comme de l'hypervigilance. Tu vas avoir tendance à être toujours sur tes gardes, tout le temps, jour comme nuit. Tu peux avoir du coup de l'insomnie, des problèmes de sommeil. Tu vas être toujours sur tes gardes avec tout le monde, que ce soit au travail, dans la rue, dans ta famille, dans tes amis, en amour. Tu vas être toujours sur tes gardes parce que tu vas attendre, c'est quoi le prochain coup bas qu'on va me faire? C'est d'où va venir le prochain coup de couteau que je vais me prendre, tu vois? Attention, cette sensation d'être toujours en danger, hein, en danger, du coup tu es méfiant envers tout le monde. Tu vas avoir aussi tendance à ressentir beaucoup de culpabilité et de honte inconsciemment, puisque l'enfant il croit toujours que tout est de sa faute, que tout vient de lui, etc. Inconsciemment, tu as une culpabilité à l'intérieur de toi qui fait que bah, si elle était comme ça, c'est que je dois être une mauvaise fille. C'est que ça doit être moi le problème. Si elle était tout le temps là à m'insulter, à me rabaisser, finalement qu'elle m'aimait pas, peut-être que c'est moi le problème. Je dois être quelqu'un de mauvais. Donc tu as beaucoup de culpabilité à l'intérieur de toi et de honte aussi. Honte vis-à-vis des autres. Tu te sens jamais assez bien. Ce que ça fait aussi, c'est que tu vas créer ce schéma d'auto-sabotage, que inconsciemment, en fait, tu répètes le même schéma qu'elle t'a fait vivre, puisque tu crois ne pas mériter le bonheur. Si ma mère m'a maltraité comme ça, si ma mère était si méchante avec moi, si ma mère voulait mon mal, c'est que je suis quelqu'un de mauvais. Si je suis quelqu'un de mauvais, alors je ne mérite pas d'être heureuse. Donc quand tu auras des opportunités dans ta vie d'être heureuse, d'être plus épanouie, tu vas avoir une belle personne qui va venir vers toi en amour, en amitié, tu vas avoir une belle opportunité professionnelle, sans t'en rendre compte, sans le vouloir de manière inconsciente, tu vas mettre en place des mécanismes d'auto-sabotage. Parce que tu te dis, je ne mérite pas le bonheur. Ça peut être aussi une incapacité, une difficulté à recevoir. Recevoir les compliments, recevoir de l'argent, recevoir de l'aide, puisque tu as ce programme inconscient qui te dit, mais je ne mérite pas de toute façon. Je ne mérite pas. Donc tu ne laisses pas les bonnes choses arriver à toi. Ça vient de la mère sadique. Tu t'imagines la profondeur et les conséquences que ça a sur ta vie? C'est effroyable. Si c'est pas guéri, c'est effroyable. Ça peut vraiment littéralement gâcher une vie. Et si après toi-même tu es mère ou tu veux devenir mère, si tu n'as pas guéri ça, tu as de fortes chances malheureusement de le faire vivre à tes enfants. Que tu le veuilles ou non, puisque ce sont des programmes à l'intérieur de toi. Si tu n'as pas guéri ces programmes, inconsciemment, tu vas les répéter. Et enfin, un autre impact, c'est que tu vas avoir bien sûr du mal à faire confiance aux autres. Ça rejoint le début, hypervigilance, tu te sens en danger, difficulté à faire confiance, méfiance vis-à-vis des autres. Donc tu auras du mal à t'ouvrir quand tu rencontres une nouvelle personne. Tu auras du mal à créer des amitiés profondes et sincères et durables. Tu auras du mal peut-être à te mettre en couple, dans un couple stable. C'est soit, en fait, c'est ambivalent. C'est soit tu vas t'ouvrir trop vite, trop facilement, tu vas faire confiance et tu vas encore te prendre un couteau dans le dos parce que tu te seras sacrifié pour l'autre, tu te seras oublié pour l'autre, tu lui auras tout donné. Et donc, en échange, ce que la personne va te renvoyer, c'est encore plus de sacrifice et de souffrance. Et elle va peut-être même se transformer en une personne sadique
Cet homme qui était au début très sympa, très mignon, va se transformer en un personnage sadique parce que c'est encore une fois la vie qui t'envoie un miroir qui te demande à guérir ça. Ou bien à l'inverse, tu vas rester totalement fermé. Quand une relation veut devenir plus sérieuse, plus engageante, que ce soit une amitié et tout, tu vas te refermer parce que tu as peur, par peur de souffrir encore du fait d'avoir eu une mère sadique. Donc là, on a fait un petit peu le tour sur comment ça fonctionne, les conséquences, etc. d'avoir une mère sadique. Si tu te reconnais là-dedans, je te rassure, je suis passée par là. T'es pas toute seule. J'imagine qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui m'écoutent actuellement et qui vivent la même chose. Donc, vous n'êtes pas seul, on est ensemble. Dis-moi en commentaire si tu veux partager quelque chose sur ton histoire. Et voilà, moi je demande la bienveillance et du respect en commentaire. Si tu le souhaites, tu peux aussi m'envoyer un mail pour avoir le lien, le quiz, pardon, sur quel type de mère toxique as-tu. Ça peut aussi t'aider à continuer ton travail de prise de conscience. Voilà, tu peux aussi m'envoyer un mail pour me parler de la situation que tu vis en ce moment, si tu veux partager un bout de ton histoire. Et également, si tu souhaites un mini coaching de 30 minutes offert, où il n'y a rien à vendre, c'est simplement pour moi, pour mieux apprendre à te connaître. Et ensuite, pourquoi pas voir si toi, tu as envie qu'on continue le travail, on le fera. Mais sinon, ce n'est absolument pas engageant. Et déjà en 30 minutes, je vais pouvoir te donner des clés de prise de conscience et de guérison pour que tu puisses continuer à cheminer sur ton chemin de guérison avec ou sans moi. Voilà. Donc dans le prochain épisode, on va continuer. Mais là, on a terminé. Là, c'était le dernier épisode sur les mères toxiques. Je pense qu'on a fait un bon tour. Prochain épisode, on va voir ensemble les conséquences d'avoir eu une mère toxique de manière générale, d'accord? Tous les types de mères toxiques qu'on a vus lors des derniers épisodes, on va en faire un bilan et on va voir qu'est-ce que ça a créé dans nos vies. Ok? Et ensuite, suite à ce bilan, tu verras, on fera une série sur la famille toxique. On va élargir à la famille. Donc en attendant, je t'invite à noter si tu as eu des prises de conscience. Voilà, surtout, fais preuve de beaucoup de compassion envers toi, pour la petite fille qui a souffert de tout ça. Et, euh, et surtout, garde l'espoir que la guérison est possible. J'en suis la preuve. Voilà, je te laisse là-dessus. Fais-toi un câlin parce que tu le mérites. À bientôt.